Bonjour, bienvenue au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Je suis Géraldine Mosselin, directrice du musée. Et aujourd'hui, je vous convie donc à visiter l'exposition temporaire Ars Musica, l'harmonie du monde. Alors le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est un musée de site qui raconte une histoire bientôt millénaire, celle des hospitaliers de Saint-Antoine, celle du site abbatial et de la très belle église abbatiale qui en est le point focal. C'est un musée aussi qui accueille de très nombreux visiteurs tout au long de l'année à travers des actions de médiation plurielles en lien avec cette histoire, que ce soit à travers les parfums dits thérapeutiques ou encore à travers les arts et la musique. Alors nous sommes ici sur le parvis de l'église abbatiale de Saint-Antoine, devant ce magnifique portail gothique, puisque c'est en effet ici, devant et dans l'église abbatiale, que l'exposition Ars Musica trouve sa source. En effet, les anges choristes que l'on aperçoit sur le grand portail, comme les anges musiciens du Triforium, sont une source d'inspiration indéniable pour l'exposition. Et c'est ainsi que l'on peut dire que cette façade est à la fois programmatique, elle annonce que l'on va découvrir à l'intérieur, et surtout, elle rappelle que la musique fait corps et âme avec la liturgie au Moyen-Âge. La musique au Moyen-Âge n'est pas une discipline comme peuvent l'être par exemple les beaux-arts. C'est une science à part entière, c'est une science du nombre, comme aiment à le rappeler de très nombreux, on va dire, commentateurs, penseurs de l'Antiquité tardive, tels que Boès. Alors Boès, lui, va définir 3 branches essentielles pour expliquer ce qu'est la musique. Tout d'abord, la musique qui est la musique des sphères, la musique qui régit l'harmonie du monde, c'est la musique qui s'élève au plus près du divin, par le prisme des anges par exemple et des séraphins. Ensuite, la musica humana, c'est celle que l'on a au fond de soi-même, elle est introspective, c'est la musique de l'homme. Et effectivement, il faut que tout en nous soit harmonisé, donc tout soit équilibré, que ce soit aussi corps, âme, esprit, comme les organes, pour rester en bonne santé. Enfin, la musica instrumentalis, c'est la musique des instruments, c'est la musique sonore, pas seulement des instruments de musique, mais aussi de la voix, puisqu'il ne faut pas l'oublier, la voix est le premier instrument. Alors, une fois donc cette définition donnée, il faut savoir aussi que la notation musicale ne va apparaître qu'à partir du IXe siècle. Elle est assez sibylline, dirais-je, c'est la notation neumatique, par des signes simplement qui accompagnent le texte. Il faudra attendre le XIe siècle, et notamment Guido d'Arezzo, pour que cette notation soit vraiment destinée, on va dire, et facilite l'apprentissage de la musique à travers notamment la portée telle qu'elle ressemble aujourd'hui dans tous nos manuels de solfège, c'est-à-dire 4 lignes pour commencer, puis 5, et des notes qui progressivement, de simples signes, de simples accents, ponctuations, eh bien, prendront la forme carrée. Alors on retrouve donc ces manuscrits notés dans la sphère, on va dire, plutôt sacrée, que ce soit dans les antiphonaires, par exemple ce très bel antiphonaire dominicain prêté par la bibliothèque municipale de Lyon, qui fourmille de détails dans ses marges, comme la plupart des très beaux manuscrits médiévaux, ou encore dans la sphère laïque, profane, à travers par exemple cette peinture que l'on doit à un maître anonyme. Il s'agit ici d'une copie prêtée par le musée du château de Versailles, d'après un original perdu de la première moitié vraisemblablement du XVe siècle. Alors ici, nous assistons à une fête galante. C'est un jardin d'amour à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Des protagonistes de la fête s'apprêtent à partir à la chasse pour certains, faucons au poing. D'autres entament une basse danse. Ils sont tous vêtus à la mode bourguignonne de l'époque. On retrouve des coiffes relativement volumineuses pour les femmes, coiffes à cornes telles que celle-ci, des chaperons pour les hommes. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, sur le côté, mais également à côté du duc de Bourgogne, eh bien, un chanteur va entamer, on va dire, une prestation. Il tient une partition à la main et à la bouche ouverte, ce qui signifie qu'il chante. Car le chant, la danse et la musique sont intimement liés et forment un tout.
De l'autre côté, des musiciens, eux, accompagnent cette basse danse, accompagnent cette fête galante, avec tout d'abord des joueurs de buzines, de trompes recourbées, mais également de flûtes. Et l'on a à l'arrière-plan un paysage qui peut être quelque peu fantaisiste, mais qui reflète bien le goût de l'époque au sein des grandes cours européennes. L'exposition Ars Musica met en lumière en fait la musique à travers les arts, mais aussi à travers l'architecture. Nous nous trouvons ici devant le moulage de l'un des 8 chapiteaux qui ornaient jadis le chœur de l'église abbatiale de Cluny III en Bourgogne. Alors il s'agit de l'un des 2 chapiteaux qui est entièrement consacré à la musique. Celui-ci concerne les 4 premiers tons du plein chant. Entendons par là le chant grégorien. Nous sommes accueillis par un joueur, chanteur également, et qui tient dans ses mains la lyre. C'est le premier ton de la musique qui est consacré à la modulation, qui est extrêmement importante. Il faut savoir que ce chapiteau, comme le 2e chapiteau consacré au plein chant, s'inspirait sans doute d'un tonnerre, un manuscrit en fait, qui avait été rédigé au Xe siècle et qui expliquait aux chantres la manière de chanter, où il fallait qu'ils placent leur voix. Le 2e ton nous montre une femme tenant des percussions et le texte qui se trouve dans la mandorle explique tout simplement que ce 2e ton répond à la science du nombre et aux lois. Donc pour rappeler bien évidemment que la musique est avant tout théorie, elle fait partie des 7 arts libéraux. Le 3e ton explique en fait qu'il s'agit du ton bondissant. Je suis le ton qui bondit et qui célèbre en quelque sorte la résurrection du Christ. Et là, nous allons avoir un joueur de sitar-luth. Enfin, le 4e et dernier ton de ce premier chapiteau consacré à la musique nous montre un personnage esquissant une danse dans le cadre certainement de rites funéraires. Il tient le tintinnabulum sur ses épaules, c'est une perche de bois à laquelle étaient suspendues des sonnailles, et le texte qui se trouve dans la mandorle explique que ce 4e ton est utilisé dans le cadre des lamentations. L'Ars Musica célèbre l'harmonie du monde, mais aussi la beauté. C'est ce que semble susurrer Jacqueline de Bavière, ici représentée sur ce délicat dessin prêté par le département des arts graphiques du Louvre. En effet, Jacqueline de Bavière faisait partie de cette aristocratie puissante au XVe siècle et dont d'ailleurs Albert de Bavière, l'un des membres les plus éminents, avait fondé en 1382 une confrérie pieuse d'hommes et de femmes, tous issus de l'aristocratie et qui étaient entièrement dévoués au culte de Saint-Antoine. Donc cette confrérie des chevaliers de Saint-Antoine avait été fondée à Barbefosse, dans le nord et dans les anciens Pays-Bas bourguignons, une ancienne commanderie antonine d'ailleurs. Et l'on voit que la belle jeune femme arbore autour du cou le célèbre collier doté du tau et de la clochette qui pouvait être en or ou en argent. Alors elle effleure de ses doigts graciles un organetto, l'un des instruments qui fait vraiment partie de l'instrumentarium, notamment des anges musiciens, mais pas seulement. C'est une musique de cour, c'est une musique délicate, et cette délicatesse, effectivement, trouve un écho favorable à travers le vêtement, cette houppelande vraisemblablement à frappe, à déchiqueture, qui complète le vêtement, mais aussi sa coiffe, ce rucher qu'elle a au-dessus de la tête et qui, bien évidemment, est aussi un signe de la mode en Bourgogne. Après la cosmologie, après l'espace et l'art, nous voici dans une autre section de l'exposition, musique et forme, car il faut bien le savoir, il n'existe plus d'instruments de l'époque médiévale, à l'exception de quelques fragments qui nous soient parvenus, ou encore de précieux olifants conservés aujourd'hui dans des trésors d'églises ou encore dans les collections publiques. Donc ce qu'évoque cette exposition, c'est aussi la manière de rendre vivante toute cette histoire à travers notamment des instruments qui sont restitués
par les luthiers musiciens, lesquels travaillent avec le Centre international de musique médiévale de Montpellier, avec lequel nous avons conclu un très beau partenariat pour cette exposition. Alors nous nous trouvons ici devant un très délicat psautier qui date du XIVe siècle. C'est une merveille absolue, prêtée par la bibliothèque Sécano d'Avignon. Un psautier, c'est un livre de psaumes, les 150 psaumes de David, et nous voyons sur l'une des miniatures tout à fait séduisantes le roi David tenant une vielle à archer alors qu'une reine lui fait face avec un organetto en main. Nous voyons également des marges finement ouvragées, pleines d'oiseaux en l'occurrence, puisque les chants des oiseaux accompagnent l'harmonie, accompagnent la beauté et font partie du monde justement des sphères. Alors cette exposition aussi est, on va dire, originale dans la mesure où elle met en correspondance les œuvres elles-mêmes, les instruments et les instruments de musique d'aujourd'hui qui ont été restitués et lesquels sont par ailleurs joués lors de concerts, lors d'ateliers, lors d'académies proposées par le Centre international de musique médiévale. Pour prolonger la visite, je vous conseille la lecture du catalogue de l'exposition, donc Ars Musicale Harmonie du Monde, paru chez Sylvana Editoriale. Un parcours à destination des familles vous attend également, donc il est gratuit et il sera à votre disposition à l'accueil du musée. Et petite cerise sur le gâteau, le livret-jeu qui a été édité par le département de l'Isère pour permettre aux familles, durant tout l'été, accompagnées de leurs enfants, de découvrir les 11 musées du département de l'Isère. Lesquels musées sont gratuits pour tous, tous les jours, et vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation sur musée-isère.fr. Merci de m'avoir suivi dans l'exposition et à bientôt pour une prochaine visite guidée.